L'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, pardonnez-moi, c'est pas votre revue de presse que je suis en train de lire, c'est le texte d'Emmanuel Ducrot. Commençons par le commencement. Ça change un peu Évidemment, non, pas tant que ça. Évidemment, toute la presse revient ce matin sur la déclaration de politique générale de François Bayrou. Écoutez Dimitri, à la une de l'opinion, le Premier ministre est croqué par CAC ce matin sous la forme d'un ophtalmo. Dans son cabinet, un panneau avec des grosses lettres. Il tente de faire lire à une gentille Marianne le mot « urgence ». Mais c'est flou, se plaint-elle. Commentaire alors du docteur Bayrou. C'est parfait. Eh oui, si c'est flou, c'est Bayrou. Le constat revient quasi invariablement ce matin. C'est la stratégie de ne rien dire, résume Nicolas Bétou à la une de l'opinion. C'est le roi du silence, commente aussi Olivier Auguste du Parisien aujourd'hui en France. En première page du Figaro, Yves Tréhard nous raconte son après-midi d'hier. On écoute l'agrégé de lettres classiques égrener les chapitres de sa nouvelle promesse française. Les intentions sont louables, mais demeure l'interrogation majeure. Comment les finance-t-il ? Il ne dit pas un mot des impôts et si peu sur la réduction de dépenses publiques. Tout est remis à la réflexion de Comité Théodule dont on sait l'efficacité. Oui, c'est vrai. On était en plein sfumato que n'aurait pas renié Léonard de Vinci, mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas la bonne technique à adopter ? Eh bien, les mêmes éditorialistes ne sont pas loin de le penser. Dans la vraie vie, on dirait qu'il marche sur des œufs, tout simplement parce qu'il ne peut rien faire de constructif avant d'avoir fait passer ses 2 budgets, explique Cécile Cornudet, l'éditorialiste politique des Échos, qui se félicite en même temps que les mises en garde de la droite et des milieux d'affaires ont fonctionné. François Bayrou ne pactise pas avec le PS, constate-t-elle. Il ne suspend ni n'abroge la réforme des retraites. Et dans le Figaro, Guillaume Tabar va même un peu plus loin, reconnaissant une forme d'habileté au Premier ministre. Les tractations des dernières heures avec les socialistes et écologistes et communistes laissaient redouter qu'il renonce à l'objectif de redressement des finances publiques. Il n'en a rien été. Et d'ailleurs, à gauche, on est dépité. C'est le verre à moitié bide, commente-t-on peu amène. Retraite, c'est le grand bluff. Titre aussi l'Humanité, qui annonce d'ores et déjà que les parlementaires communistes prévoient de voter la motion de censure. Et ceux qui étaient les plus heureux hier, à l'issue de ce discours de politique générale, Dimitri, eh bien, c'était finalement les Insoumis. Dans un bureau de leur groupe, à l'Assemblée, hier, Jean-Luc Mélenchon jubilaire, raconte Pierre Morer et Julien Dufay du Parisien aujourd'hui en France. Les concessions accordées aux socialistes sont tellement grotesques que je leur laisse le plaisir de les expliquer, déclarait le leader insoumis. Le centre de gravité s'est à nouveau réorganisé autour de nous, jugeait-il encore. À côté de lui, Manuel Bompard opinait du bonnet. Que le PS se soit ridiculisé, j'y arriverai, ne me surprend pas particulièrement, déclarait-il, et d'ajouter, pour qu'il y ait une farce, il faut qu'il y ait plusieurs dindons. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? Le système Boucheron, c'est un long papier passionnant et bien documenté, signé Paul Sugy dans le Figaro. Il raconte comment Patrick Boucheron, nouveau pape de la gauche intellectuelle, a réussi à créer un système de pouvoir et d'allégeance pour devenir l'historien médiatique de référence du service public. Sa méthode, renvoi d'ascenseur et égo démesuré. Un jour, dans un débat, il réplique à Alain Finkielkraut, qui osait lui tenir tête « Je suis professeur au Collège de France, alors que cela vous plaise ou non, ma voix porte plus que la vôtre », ce qui s'appelle sans doute pousser le Boucheron un peu loin. Mais on va terminer de manière un peu auto-centré, nous aussi, on s'en excuse, par les 70 ans d'Europe 1. C'est le JD News cette semaine qui consacre un long papier à notre anniversaire, l'occasion de revenir sur le début de notre station qui, depuis sa création, n'a cessé d'innover. Parmi les grandes nouveautés en cette année 1955, Dimitri, le fait de faire venir les journalistes eux-mêmes au micro, parce que jusque-là, explique Armel Favre, c'était des speakers au ton un peu monocorde qui lisaient des textes écrits donc par d'autres. Et puis évidemment, il y avait la musique. Et qu'est-ce qui passait en 1955 ? Écoutez. Alors, le nom du morceau, vous allez le trouver. Si vous me trouvez l'interprète, là je vous invite à déjeuner. Bon, c'est Cry Me a River, le nom du morceau, c'est un standard. C'est Dalida qui chante ? Non. Pas du tout. C'est une certaine jeune femme qui s'appelle Julie London. On est en 1955 et elle est inconnue du grand public et c'est elle qui est la première avant Marilyn Monroe. Ah ouais, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. J'ai gagné le café mis en jeu par Olivier il y a 7h10. Je n'ai pas gagné l'invitation à déjeuner cette fois. Et des places pour Sylvie Vartan. Voilà, des places pour Sylvie Vartan. Vous y serez forcément.